Nous avons mal compris l'univers. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots d'Adam Rea, physicien lauréat du prix Nobel à l'université Johns Hopkins. Un homme qui a consacré sa carrière à mesurer la vitesse à laquelle le cosmos se désintègre. Et il n'exagère pas. Il analyse ses propres données et nous dit clairement que quelque chose dans notre modèle de la réalité ne colle pas. Depuis près d'un siècle, la cosmologie repose sur un cadre unique et élégant. Nous l'appelons le modèle standard. Un ensemble d'équations et d'hypothèses qui décrit tout ce qui se passe dès la première fraction de seconde après le Big Bang. Elle a fonctionné à merveille pendant des décennies, expliquant observation après observation, avec une précision presque suspecte. Et puis le télescope spatial James Webb s'est allumé. Les découvertes de Webb n'ont pas confirmé ce que nous savions. Ça a compliqué les choses. Dans certains cas, cela le contredisait. Et plus nous avons regardé profondément avec ce télescope, plus les fissures se sont élargies. Le problème commence par un chiffre. On l'appelle la constante de Hubble et elle mesure le taux d'expansion actuel de l'univers. Ni dans le passé, ni dans un futur hypothétique. À l'heure actuelle, aujourd'hui, à cet instant précis, on pourrait penser qu'un chiffre comme celui-ci serait facile à déterminer. 2 méthodes, 2 équipes, même univers, même réponse. Voilà comment la science est censée fonctionner. Non, et ce n'est pas la première fois. La constante de Hubble fait l'objet de débats depuis les années 1920, date à laquelle Edwin Hubble lui-même l'a calculée pour la première fois. Son estimation initiale était tellement erronée qu'elle donnait l'impression que l'univers était plus jeune que la Terre. Pendant des décennies, 2 camps d'astronomes se sont âprement disputés pour savoir si la valeur réelle était plus proche de 50 ou de 100. Un désaccord si féroce qu'il a divisé la discipline en 2. Au début des années 2000, le nombre avait finalement convergé. Tout le monde s'accordait à dire que c'était aux alentours de 70, à peu près. La guerre était terminée. Le problème de mesure a été résolu. Sauf que non, car à mesure que les instruments devenaient plus précis, une nouvelle division est apparue. Plus petit que l'ancien, mais beaucoup plus tenace. La première méthode regarde en arrière, très en arrière. Le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne a passé environ 4 ans et demi à cartographier le fond diffus cosmologique, la faible rémanence du rayonnement, datant de l'époque où l'univers avait environ 380 000 ans. À partir de cette carte, les physiciens ont extrait les conditions de l'univers primitif, les ont intégrées au modèle standard et ont projeté les équations sur près de 14 milliards d'années pour prédire la vitesse d'expansion actuelle de l'univers. La réponse qu'ils ont obtenue était d'environ 65 km/s par mégaparc. Un mégaparc, soit dit en passant, mesure 3,26 millions d'années-lumière. Ainsi, pour chaque 3,26 millions d'années-lumière que vous observez vers l'extérieur, les galaxies s'éloignent de nous 67 km/s plus vite. Chiffre précis, marge d'erreur infime, niveau de confiance maximale. La deuxième méthode est plus directe. Au lieu de modéliser le passé et de projeter l'avenir, elle mesure le présent. Adam Rea et son équipe, appelée SH0OS, utilisent une technique connue sous le nom d'échelle des distances cosmiques. Ils commencent par mesurer la distance qui les sépare d'étoiles pulsantes proches, appelées variables céphides. Des étoiles dont la luminosité fluctue à un rythme directement lié à leur luminosité réelle. Mesurez l'impulsion. Calculez la luminosité réelle. Comparez-la à la luminosité apparente de l'étoile depuis la Terre et vous obtiendrez une distance. De là, ils s'étendent vers des galaxies contenant à la fois des céphides et un type spécifique d'étoiles explosives appelées supernovas de type 1A. Ces supernovae sont utiles car elles explosent toutes avec une luminosité maximale à peu près identique. Une fois que vous les avez calibrées avec des céphides de la même galaxie, vous pouvez les repérer dans des galaxies situées à des centaines de millions d'années-lumière et calculer la distance de ces galaxies. Ajoutez à cela la vitesse à laquelle ils s'éloignent et vous obtenez la constante de Hubble. L'équipe de Ries a obtenu 73 et non 67, 73,6 km/s par mégapsec plus rapide que ne le prévoit le modèle standard. Cela pourrait ressembler à une erreur d'arrondi. Ce n'est pas. Dans un domaine où les mesures sont couramment précises,
À 1% près, un écart de 8 ou 9% entre deux méthodes indépendantes est énorme. C'est la différence entre un univers âgé d'environ 13,8 milliards d'années et un univers qui pourrait être plus d'1 milliard d'années plus jeune. Cela modifie la taille de l'univers observable. Cela modifie la vitesse à laquelle les galaxies se séparent. Cela pourrait potentiellement modifier la nature de l'énergie sombre qui, depuis la fin des années 1990, pousse tout à se désagréger. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Si l'univers se dilate plus vite que ne le prévoit notre meilleur modèle, alors tout ce qui se situe en aval de cette prédiction se décale. L'univers est plus jeune. Les distances entre les amas de galaxies varient. La chronologie des événements. Quand les premières étoiles se sont allumées, quand les premiers éléments lourds ont été forgés à l'intérieur de soleils mourants, quand les conditions nécessaires à la formation des planètes, à la chimie et finalement à la vie sont devenues possibles. Tout change. Vous ne vous contentez pas de régler un bouton sur un tableau de bord. Vous êtes en train de réécrire toute l'histoire de tout ce qui a jamais existé. Pendant un certain temps, les scientifiques ont supposé que quelqu'un avait commis une erreur. La théorie la plus populaire était celle de l'encombrement stellaire. Les variables céphides ont tendance à vivre dans les disques denses et poussiéreux des galaxies plus jeunes. Lorsque Hubble les observait, ses caméras mélangeaient parfois la lumière des étoiles voisines, ce qui donnait aux céphides une apparence plus brillante qu'elles ne l'étaient réellement. Des céphidés plus brillants impliquent des distances calculées plus courtes. Des distances plus courtes impliquent une constante de Hubble plus élevée. Si vous pouviez corriger ce mélange, disait-on, l'attention se détendrait. Ray a donc pointé le télescope spatial James Webb vers les mêmes étoiles. Webb orbite autour du Soleil à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, bien au-delà de la zone d'influence de l'atmosphère et du rayonnement thermique de notre planète. Son miroir plaqué or de 6,5 mètres capte la lumière infrarouge, avec une sensibilité qui fait ressembler Hubble à une simple paire de lunettes de lecture. S'il y avait un instrument capable de trancher cette question, c'était bien Internet. De nombreux spécialistes du domaine s'attendaient à ce que le Webb permette de dissiper en douceur les tensions, que sa vision plus précise révèle le mélange, corrige les distances et ramène la constante de Hubble au niveau du modèle standard. Certains astronomes avaient déjà commencé à dresser le bilan de cette crise avant même la réception des données. Les caméras infrarouges de Webb peuvent traverser la poussière et les zones encombrées avec une précision que Hubble n'a jamais atteinte. Si le problème venait du mélange des couleurs, le Webb l'afficherait. Les céphides paraîtraient plus ternes à travers les yeux de Webb. Les distances s'allongeraient et la constante de Hubble retomberait vers 67. Crise évitée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le Webb a confirmé les chiffres de Hubble. Non pas approximativement, presque exactement. Les céphidés se ressemblent tous, les distances maintenues. Le taux d'expansion est resté à 73. Début 2024, l'équipe SH02S a publié un article dans Astrophysical Journal Letters, annonçant qu'elle avait désormais couvert toute la gamme des observations de céphides de Hubble avec un réseau s'étendant jusqu'à une galaxie appelée NGC 538, à environ 130 millions d'années-lumière de la Terre. Un millier de céphides répartis sur 5 galaxies hautes de 8 supernovae. La conclusion était sans équivoque. L'erreur de mesure a pu être exclue avec un très haut degré de confiance. Ree l'a résumé simplement. Une fois les erreurs éliminées, il reste la possibilité que nous ayons mal compris l'univers. Lors d'une conférence organisée en 2019 à l'Institut Cavi de physique théorique en Californie, Ray a demandé à David Gross, lauréat du prix Nobel de physique des particules, si le domaine devait commencer à considérer cette divergence comme un problème. Gross le corrigea. Il a dit qu'il ne fallait pas parler de tension ni de problème. Il devrait parler de crise. En décembre 2024, la crise s'était aggravée. L'équipe de Rees a publié sa plus vaste étude en ligne à ce jour, utilisant des données collectées au cours des 2 premières années de fonctionnement du télescope. Ils ont utilisé 3 méthodes distinctes pour mesurer les distances aux galaxies hautes de supernovas, en comparant les céphides aux étoiles Carbone-Rhe et en utilisant une technique appelée la pointe de la branche des géantes rouges.
Les trois méthodes concordaient avec les mesures originales de Hubble. Tous trois pointaient vers un univers en expansion plus rapide que ne le permet le modèle standard. Donc, soit le modèle est erroné, soit quelque chose se cache dans la physique et nous n'en avons pas tenu compte. Tout le monde ne s'accorde pas à dire que ces tensions sont réelles. Wendy Frey-Readman, astronome à l'Université de Chicago, a passé des années à construire une échelle de distance indépendante, qui repose moins sur les céphides. Son équipe utilise d'autres types d'étoiles, notamment des géantes rouges, et une classe appelée étoile AGB, de type J, que l'on trouve dans des régions moins denses des galaxies, et qui sont moins susceptibles d'être affectées par la poussière et le mélange. Lorsqu'elle a soumis sa propre analyse web en août 2024, ces trois méthodes ont donné des résultats différents. Les méthodes de géantes rouges et JABB ont abouti à des valeurs comprises entre 68 et 70, ce qui est cohérent avec le modèle standard. Sa mesure de Cephiides était plus élevée, proche de 72, mais avec des incertitudes plus importantes. Son résultat global combiné était d'environ 70, la plaçant dans une sorte de no man's land entre les deux camps. Saul Perlmutter, cosmologiste lauréat du prix Nobel à l'UC Berkeley, qui a examiné les données de Frey-Readman avant leur publication, a noté que les résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir une tension au sein même des mesures basées sur les étoiles, avant même de les comparer au fond diffus cosmologique. C'est un problème d'un autre ordre. Cela signifie que l'échelle des distances, l'outil sur lequel les astronomes s'appuient depuis un siècle pour cartographier l'univers proche, pourrait présenter des problèmes non résolus à sa base, qu'aucun télescope ne peut corriger à lui seul. Rhi a riposté. Il a fait valoir que l'équipe de Frey-Readman avait utilisé un sous-ensemble restreint et potentiellement non représentatif de supernovae dans son analyse, ce qui pourrait biaiser les résultats à la baisse. Le désaccord entre les deux camps est devenu l'une des rivalités les plus suivies de la physique moderne. Deux équipes, toutes deux brillantes, toutes deux méticuleuses, observant le même ciel, arrivant à des conclusions différentes quant à ce que le ciel leur révèle. Une possibilité qui revient régulièrement est celle de l'énergie sombre primordiale. Une hypothétique poussée d'expansion supplémentaire, survenue au cours des premières centaines de milliers d'années, après le Big Bang, puis disparue. Si une telle chose se produisait, cela modifierait les conditions dans l'univers primitif juste assez pour décaler la prédiction de Planck vers le haut, plus près de 73, sans pour autant invalider les autres points que le modèle standard prédit correctement. Mark Kamionowski, cosmologiste à l'université Johns Hopkins et co-auteur de cette idée, l'a comparé à un coup de pouce inattendu donné à l'univers juste après sa naissance. Une légère impulsion qui se serait répercutée sur 14 milliards d'années d'expansion, modifiant légèrement le taux que nous mesurons aujourd'hui. Personne ne sait si l'énergie sombre primitive est réelle. Personne ne l'a détectée, mais c'est l'une des rares idées qui pourrait résoudre la tension de Hubble sans détruire tout ce qui fonctionne par ailleurs. La tension serait suffisante en elle-même, mais le Webb a porté un second coup. Presque aussitôt, après avoir commencé à observer, le télescope a découvert des galaxies dans l'univers primitif qui n'auraient jamais dû s'y trouver. Il ne s'agit pas de petites galaxies naissantes et peu lumineuses, comme le prévoyait le modèle standard à ces distances. Des énormes. Galaxies telles qu'elles existaient seulement 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. Certaines d'entre elles rivalisent avec la Voie lactée en termes de masse. Une galaxie qui a mis 13 milliards d'années à se former dans notre propre voisinage galactique s'est apparemment assemblée en moins d'1 milliard d'années. Mike Bolen-Kolchin, astronome à l'Université du Texas à Austin, a effectué ses calculs dans une étude publiée dans Nature Astronomy. Il a démontré que 6 des galaxies candidates les plus anciennes et les plus massives observées par Webb se rapprochèrent de la limite absolue de ce que permet le modèle standard. Pour que des galaxies aussi massives se forment aussi rapidement, presque tous les atomes disponibles dans leurs halos de matière noire environnant auraient dû se transformer en étoiles. Dans un univers normal, ce taux de conversion se situe autour de 10%. 90% du gaz ne parvient jamais à former quoi que ce soit. Il fait trop chaud, ou bien il est détruit par les radiations, ou encore il dérive tout simplement. Ces galaxies semblent fonctionner à 100% d'efficacité, comme une usine qui transforme d'une manière ou d'une autre chaque morceau de matière première en produit fini, sans aucun déchet.
La physique ne fonctionne pas comme ça. Pas dans aucun modèle construit par quiconque. La première réaction a été, franchement, l'alarme. Si des galaxies aussi massives se sont réellement formées aussi rapidement, alors soit nos modèles de formation des galaxies sont profondément incomplets, soit le modèle standard de la cosmologie lui-même doit être révisé. Certains physiciens ont avancé l'hypothèse que de nouvelles particules, ou forces, auraient pu exister dans l'univers primitif, accélérant la formation d'étoiles au-delà de tout ce que prévoient les modèles actuels. Puis vint une correction. Katherine Swarovski, une étudiante diplômée également de l'Université du Texas, a dirigé une étude publiée au milieu de l'année 2024 qui a réexaminé les données. Elle a découvert que nombre de galaxies apparemment surdimensionnées étaient en réalité trompées par leur propre trou noir. Ces galaxies, surnommées petits points rouges, en raison de leur couleur et de leur taille compacte, abritaient des trous noirs qui dévoraient rapidement du gaz. Le frottement de tous ces matériaux en chute libre l'a chauffé à des températures extrêmes. Et cette chaleur rayonnait vers l'extérieur sous forme de lumière, en grande quantité, se mêlant à la lumière des étoiles de la galaxie elle-même. Vue à des milliards d'années-lumière, à travers les caméras de web, une galaxie avec un trou noir vorace en son centre apparaît presque identique à une galaxie contenant 10 fois plus d'étoiles. Le télescope détecte la luminosité, et la luminosité est généralement un indicateur fiable de la masse. Généralement, dans ces cas-là, le trou noir accomplissait le travail de milliards de soleils, gonflant la taille apparente de la galaxie comme une lampe torche scotchée à une bougie. Une fois ces petits points rouges retirés de l'échantillon, les galaxies restantes correspondèrent aux prédictions du modèle standard. Steven Finkelstein, le conseiller de Swarovski, a été direct à ce sujet. Il n'y a pas de crise au regard du modèle cosmologique standard. Il a dit, du moins, pas depuis les galaxies. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là tout simplement. Même après avoir supprimé les petits points rouges, il restait environ 2 fois plus de galaxies massives que ne le prévoyait le modèle standard. Pas assez pour casser le modèle, assez pour le tordre. Swarovski a suggéré que les étoiles se seraient formées plus rapidement dans l'univers primitif qu'aujourd'hui. Les conditions plus denses qui ont suivi le Big Bang ont rendu plus difficile l'échappement du gaz lors de la formation des étoiles, permettant ainsi d'accélérer le processus. Une explication plausible, mais qui nécessite tout de même de revoir notre conception de la formation des galaxies. Puis, début 2025, Webb a découvert autre chose. Une galaxie spirale massive, rapidement surnommée la Grande Roue, qui a existé durant les 2 premiers milliards d'années de l'univers. La structure en spirale met du temps à se développer. Cela nécessite une croissance relativement calme et ordonnée, et non la fusion chaotique à laquelle on pourrait s'attendre dans un univers jeune. Semeya Nanayakara, l'une des astronomes qui l'ont découverte à l'Université de technologie de Swinburne, a déclaré que la galaxie avait soit assemblé sa masse d'une manière exceptionnellement ordonnée, soit formé la plupart de ses étoiles sur place, sans les violentes collisions qui construisent généralement les grandes galaxies. L'une ou l'autre de ces explications remet en question la pensée conventionnelle. Parallèlement, une autre équipe de Cambridge a utilisé le Webb pour étudier plus de 250 galaxies de la même époque et a constaté un schéma inverse. La plupart étaient des systèmes chaotiques, turbulents et grumeleux, qui ne s'étaient pas stabilisés en disques rotatifs lisses. Ainsi, l'univers primitif contenait à la fois des galaxies adolescentes désordonnées et au moins une galaxie spirale remarquablement mature, coexistant à la même époque. Ce n'est pas une contradiction. Le modèle standard se conduit avec aisance, et rien de tout cela ne concerne les galaxies allongées. Une étude publiée dans Nature Astronomy, fin 2025, menée par Alvaro Po et impliquant des chercheurs du MIT, de Harvard et de Taipei, a révélé que de nombreuses jeunes galaxies, observées par Internet, apparaissent remarquablement étirées, comme des cigares cosmiques. Ces formes allongées ne correspondent pas aux prédictions du modèle de matière noire froide, qui constitue la base de la cosmologie standard. Elles correspondent cependant aux prédictions de modèles alternatifs de matière noire chaude et de matière noire ondulatoire, dans lesquels les filaments de la structure à grande échelle de l'univers sont plus lisses, permettant aux gaz et aux étoiles de s'écouler le long d'eux en flux allongés.
Cette distinction est plus importante qu'il n'y paraît. La matière noire froide n'est pas qu'un simple ingrédient du modèle standard. C'est l'échafaudage. Elle détermine où se forment les galaxies, comment elles se regroupent et à quoi ressemble la structure à grande échelle de l'univers aux plus grandes échelles. Si les particules de matière noire sont plus légères ou se comportent différemment de ce que suppose le modèle froid, les répercussions de ce changement se propageraient à travers presque toutes les prédictions de la cosmologie. Cela modifierait la masse des amas de galaxies. Cela modifierait la répartition attendue des galaxies naines autour des galaxies plus grandes, une répartition qui est déjà source de tension depuis des années. Cela modifierait la façon dont les lentilles gravitationnelles courbent la lumière autour des objets massifs. On ne peut pas changer les fondations d'un bâtiment et s'attendre à ce que les murs restent au même endroit. Alors, où cela nous mène-t-il? Le modèle standard n'est pas mort, même pas proche. Elle explique encore le fond diffus cosmologique, avec une précision extraordinaire. Elle a permis de prédire l'abondance de l'hydrogène et de l'hélium dans l'univers. Cela explique le regroupement des galaxies sur des milliards d'années-lumière. Aucun modèle concurrent ne peut égaler ces performances. Mais des fractures se développent, qui n'existèrent pas il y a 10 ans. La tension autour de Hubble persiste. L'univers primordial produit des galaxies plus grandes, plus structurées et plus étranges que prévu. La nature de la matière noire, qui représente environ 27% de tout ce qui existe, pourrait bien être différente de ce que nous avons modélisé ces 25 dernières années. Et l'énergie sombre, c'est 68% de l'univers responsable de son expansion accélérée, reste un nom générique pour quelque chose que nous ne pouvons ni identifier, ni mesurer directement, ni expliquer. Il existe même une seconde tension, plus discrète, dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. On appelle cela la tension S8, et elle concerne le degré d'agglomération de l'univers. Le modèle standard prédit un certain degré de regroupement dans la distribution de la matière à travers l'espace. Lorsque les astronomes mesurent directement ce regroupement, ils constatent systématiquement qu'il est légèrement inférieur à ce que prévoit le modèle. Adam Rie l'a qualifié de petite sœur de la tension liée à Hubble. Moins spectaculaire, mais à voir. Si ces deux tensions s'avèrent réelles, elles pourraient être les symptômes d'un même problème sous-jacent. Deux fissures dans le même mur. Adam Rie l'a formulé avec précaution, en décembre 2024, comme il le fait souvent. L'écart entre le taux d'expansion observé et les prédictions du modèle standard suggère que notre compréhension de l'univers est peut-être incomplète. Deux télescopes phares de la NASA confirment désormais leurs conclusions respectives. Nous devons prendre ce problème au sérieux. Ce qui est remarquable à ce stade de l'histoire de la cosmologie, c'est que cette anxiété est productive. Personne ne panique. L'ambiance générale se rapproche davantage du sentiment que l'on éprouve après avoir passé des années à assembler un puzzle, persuadé d'avoir reconstitué l'image correctement. Et puis on découvre une pièce qui ne s'emboîte nulle part. Cela ne signifie pas que le puzzle est faux. Cela signifie que l'image sur la boîte ne reflète peut-être pas la réalité dans son intégralité. De nouveaux instruments arrivent. Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA effectuera des relevés à grand champ conçus spécifiquement pour étudier l'énergie sombre. La mission Euclide de l'Agence spatiale européenne cartographie déjà la géométrie de l'univers à une échelle qu'aucun télescope n'a jamais tenté auparavant. Les futures publications de données du télescope spatial Gaia permettront aux astronomes de calibrer les distances des Céphiades avec une précision géométrique, éliminant ainsi une autre source potentielle d'erreur. Et le télescope cosmologique d'Atacama a déjà produit la carte au sol, la plus détaillée jamais réalisée, du fond diffus cosmologique, rehaussant légèrement l'estimation de Planck, mais pas suffisamment pour combler l'écart. Nous vivons au cœur d'une question. L'univers le plus précisément mesuré de l'histoire nous révèle deux choses différentes simultanément. Et les deux semblent avoir raison. Quelque chose se passe dans l'espace entre le début et aujourd'hui, durant ces 14 milliards d'années que nous n'avons jamais observé directement et que nous ne comprenons pas. Un ingrédient que nous n'avons pas encore identifié. Un processus que nous n'avons pas modélisé.
Une propriété de l'espace-temps que nous n'avons pas imaginée. La cosmologie a déjà été présente. Dans les années 1990, le domaine a failli s'effondrer sous le poids d'une autre contradiction. Des mesures suggérant que l'univers était plus jeune que ses étoiles les plus anciennes. Cela n'avait aucun sens. Les étoiles ne pouvaient pas être plus vieilles que l'objet qui les abritait. Puis vint la découverte que l'expansion de l'univers s'accélérait sous l'effet de l'énergie sombre, et le tableau d'ensemble devint soudainement clair. Ce qui semblait être un défaut fatal s'est avéré être l'ombre de quelque chose d'énorme que personne n'avait encore vu. Voilà le problème avec les crises en physique. On dirait des fins. Il s'agit presque toujours de portes. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre vous tenir à l'extérieur de l'univers et observer ce moment, vous verriez une espèce sur une petite planète rocheuse, orbitant autour d'une étoile banale, dans la banlieue d'une galaxie de taille moyenne. Ils utilisent des miroirs et des mathématiques pour débattre de la question de savoir si la réalité s'étend 6% plus vite qu'elle ne le devrait. Et ils s'en indignent réellement. C'est soit absurde, soit magnifique. Et je pense que ce pourrait être les deux. Ce n'est pas un échec. Honnêtement, c'est tout le contraire. Voilà à quoi cela ressemble lorsqu'une science atteint les limites de ses connaissances et continue de les repousser. L'univers n'est pas brisé. Notre carte de cette situation est tout simplement incomplète. Et la prochaine version, quelle que soit sa date de sortie, sera plus étrange et plus belle que tout ce que nous avons dessiné jusqu'à présent. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.